Bonjour à tous, bienvenue dans ce tout premier numéro du podcast de la Convention des jeunes reporters. Ce podcast n'a que pour objectif inviter les professionnels des médias pour qu'on parle du métier, des objectifs, des perspectives et des problématiques actuelles. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir le président de l'Association nationale de la presse sportive, président également de l'Association internationale de la presse sportive, mais qui est tout d'abord journaliste, coordonnateur de Sud Quotidien. Abdoulaye Thiam, bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir de vous retrouver. Il est partagé, je suis chez moi à la Convention. J'ai été secrétaire général de Babacar Sow, secrétaire général de Mme Lo Aïssatou Benkan. Un pur produit de la Convention des jeunes reporters. Un souvenir particulier que vous gardez de la Convention? Il y en a beaucoup. La Convention, je crois que c'est sous notre magistère qu'on a organisé le premier gala de la Convention des jeunes reporters en 2009, si je ne m'abuse, avec John Balagosek. Deuxième fois aussi avec John Balagou. Troisième fois, on a mis le paquet pour avoir Youssou Ndour. Donc, on a essayé quand même de marquer notre empreinte avant de laisser la place à notre jeune frère Thierno Dramé. On va revenir un peu sur les bases. Abdoulaye Thiam, journaliste, d'où est née cette vocation? Je pense que quand même, si je revois un tout petit peu mon enfance, je pense qu'il y avait quelque chose de prémonitoire parce que je suis Halpulaar de naissance, né au fond du Fouta. Et généralement, on a l'habitude de taquiner les Halpulaar en disant qu'ils aiment trop la radio. Donc moi, j'étais tout le temps scotché sur les radios. J'aimais aussi, à chaque fois qu'il y avait des matchs intervillages, de faire des reportages. Mais mon cursus m'a amené à la faculté de droit. Pour moi, c'était fini, donc ça devrait s'arrêter là. Après avoir terminé mes études, je suis allé voir mon grand frère Demba Ndiaye. Mon objectif, c'était de faire en sorte de partir en France pour poursuivre les études. Comme tous les jeunes de ma génération, à l'époque au Fouta, on ne voyait que la France. Il me dit non, toi, il faut que tu viennes chez moi. Chez toi où? Je dis non, chez moi, c'est à Sud. Je dis ok, je suis parti aller le voir. Pour la première rencontre, c'était avec Abdoulaye Ndiaga Sylla. On a commencé à discuter, on a parlé du sport, parce qu'Abdoulaye Ndiaga Sylla, c'est quelqu'un qui aimait bien le sport. Moi aussi, depuis ma tendre jeunesse, je suis dedans, dans le sport et tout. Je connaissais plein de joueurs depuis la première Coupe du Monde. Je faisais beaucoup d'investigations, j'aimais écrire, j'aimais lire, j'aimais faire des reportages, on en a parlé. Mais là d'où je venais aussi, j'étais fougueux, je n'aimais pas l'injustice, je me disais que nous n'étions pas des Sénégalais à part entière. Parce qu'à l'époque, quand j'étais à l'université, pour rentrer chez moi, il arrivait, quand je le dis souvent dans ma rédaction, les gens ne le comprenaient pas, il arrivait que je fasse 48 heures pour arriver chez moi, 48 heures à l'intérieur du Sénégal. Juste parce qu'on avait besoin d'un pont pour relier 47 villages de Matam. Un petit pont à Nawel qui ne fait même pas 200 mètres. On ne l'a pas obtenu. Depuis les années 60, mon arrière-grand-père et autres, tous ont vécu cette situation-là. Donc moi, ma vocation, quand j'ai décidé, oui, d'intégrer le groupe Sud Communication, je ne voulais que ça, être journaliste politique, pour dénoncer toutes les choses-là que j'ai vécues, que mes arrière-grands-pères ont vécues, que mes parents ont vécues et tout. Abdoulaye Ndiaga Sylla, je m'en souviendrai toujours de cette phrase. Toi, il faut que je te protège. Voilà ce qu'il m'a lâché. Et je ne regrette absolument rien du tout aujourd'hui d'avoir intégré ce desk sport de Sud Quotidien, composé de feu Mamali Konté, Mbaye Kassé, Serigne Mour Diop, qui était connu dans la lutte, une grande école avec les Latif Coulibaly, donc des noms ronflants que j'avais l'habitude de lire quand j'étais dans mon village, quand je venais jusqu'à Matam, avoir le journal Sud Quotidien 48 heures après la publication. Donc je me disais que j'étais à ma place. Et là, de pigiste, directement, moi je ne suis pas passé par truc. Dès qu'on a fait le test, ils m'ont dit non, on te prend comme pigiste. Ce mot-là, je l'apprenais pour la première fois. Pigiste, c'est quoi? Non, on te paye à la ligne, quelque chose comme ça. Et après pigiste, je pense que je n'ai pas fait 1 an, 2 ans de pigiste. Et on me dit, oui, maintenant tu intègres le desk comme reporter du Sud. J'intègre le desk, je participe à la Coupe d'Afrique 2002, Coupe d'Afrique 2004. Et après, je passe chef de desk sport. Après chef de desk, chef d'édition, rédacteur en chef, directeur de publication adjoint et aujourd'hui coordonnateur. En 25 ans de service. Que Sud, 25 ans. Je suis très fidèle, voilà.
Je suis très fidèle à Sud, je ne crois pas. Et puis bon, Sud, c'est une école. C'est-à-dire que moi, par rapport à mon vécu, par rapport à ce que je veux, je ne peux l'obtenir qu'à Sud. C'est-à-dire avoir cette liberté de dire ce que je pense, même quand mon directeur de publication n'est pas d'accord avec moi. Ça, Babacar Touré nous l'a permis. Cette liberté que vous avez à Sud, cette fidélité, surtout, nous, on connaît que Sud a connu des moments difficiles. Aujourd'hui, la presse sénégalaise vit des moments difficiles, mais il vous est arrivé à Sud de rester pratiquement des mois, des années sans salaire, avec des bisous, on se rappelle, entre Wade et Latif. Comment avez-vous vécu cette période? Difficilement, mais je le rappelais récemment encore quand j'ai rencontré la famille de Babacar Touré pour rappeler à la jeune génération. Nous sommes restés 5 ans sans salaire, 5 ans. Quand je le dis souvent, tout le monde écrit les yeux pour me dire « Ah bon, comment ça c'est possible ?» Latif Coulibaly, qui est un brillant journaliste, grand reporter à Sud, avait sorti un livre qui s'appelait « Wade en opposant au pouvoir l'alternance piégée ». Wade a cru comprendre que c'est tout le groupe qui était contre lui. Or, il y avait véritablement des gens, peut-être au sein même de la rédaction, qui n'étaient pas d'accord avec le livre. Mais surtout, c'est la liberté d'expression. Babacar Touré, comme tout un chacun là-bas, ne pouvait pas interdire, empêcher à un reporter d'écrire un livre et de donner son ressenti par rapport à la première alternance intervenue au Sénégal. Mais Wade avait décidé de couper le robinet, si je peux m'exprimer ainsi, et on n'avait plus de publicité, venant en tout cas de l'État et de ses démembrements. Donc on avait souffert énormément. Je me souviens encore de cette rencontre entre Babacar et les journalistes quand il est venu nous voir. Je sais que c'est difficile. On n'a plus les moyens de ce que nous... Mais sauf ceux qui peuvent rester, ils peuvent rester. Sauf ceux qui veulent partir peuvent aussi partir. Quand on va vraiment retrouver la plénitude de nos moyens, je vous garantis que je vais payer à chacun ce que je lui dois. Et à moi, c'est la seule chose qui m'a marqué et je faisais partie de cette génération-là actuelle qui est à Sud. Rare, bon, c'est vrai que beaucoup sont partis, Ibrahim Ali Safaï, Bakary Dabo, Félix Zalé, tous étaient là. Mais moi, on a décidé de rester, de nous battre. Et paradoxalement, moi, ça ne me dérange pas de le rappeler. Tous les vendredis, on faisait les comptes et on prenait les bénéfices. On payait l'eau, on payait l'électricité, on payait les entrants parce qu'à l'époque, c'était pas en couleur. On imprimait sur des papiers canson et après on envoyait à la rédaction, on envoyait à l'imprimerie. Après avoir payé tout ça, ce qui restait, on se partageait. Il arrivait qu'on rentre par week-end, on arrivait 5 000 francs. On avait 5 000 francs à rentrer à la maison. Souvent, si c'est vraiment beaucoup d'argent, c'est 20 000. Ça n'a jamais dépassé 20 000 francs par semaine. Donc souvent 10 000, souvent 5 000. Quand c'est vraiment dur. Et on l'appelait, nous, entre guillemets, nous les jeunes, on l'appelait le saint-sarlisme. Parce que celui qui donnait cet argent-là, c'était notre directeur financier. Il s'appelle Charles Dior. Actuellement, il travaille au niveau du groupe des médias. Il m'écoute, il m'entend, il comprend aussi cette situation. Et on retient que des années après, Babacar Touré, son nom est rentré dans l'histoire et d'illustres personnalités sont sorties de ce grand groupe qui est Sud. Après, vous êtes rentré dans le monde des associations, tout à l'heure vous l'avez dit, la Convention des jeunes reporters, mais l'ANPS, l'association de la presse sportive, d'où vous êtes venu cette envie de vous engager pour un collectif? Moi, je suis déjà né, comme je vous ai dit, au début, je suis né à Matam, au fin fond de Matam, dans un village qui s'appelle Tiempeng. Donc chez nous, l'association, c'est presque inné. Nous vivons tous dans des associations. Mon grand frère, Alassane, dirige une ONG même en France qui rapporte beaucoup dans mon village en termes d'eau, d'électricité, ainsi de suite, école. Donc on est né dedans. Mais moi, quand je suis venu, en tant que déjà quelqu'un qui connaît le mouvement associatif, c'est Amédine Sy, il faut rendre à César ce qui appartient. Ma génération, c'était les Bamba Kassé, les Aline Badara Koulibaly. On se retrouvait tous au stade Demba Diop. Il n'y avait pas beaucoup de médias comme ça. Amédine Sy est venu nous dire, mais vous les jeunes là, vous ne pouvez pas rester en dehors de l'ANPS. Il faut venir intégrer. C'était en 2002. Et là, on est parti. On a intégré, on a retrouvé là-bas notre doyen, Mamadou Koumé, qui nous a tous encadrés, couvés, protégés. Et depuis Mamadou Koumé, quand il a quitté, il y a eu Mamadou Bakary Traoré. Je suis resté avec Mamadou Bakary Traoré, après avec Mamadou Diouf. Mais c'est au retour de Mamadou Koumé que j'ai commencé à véritablement militer
au sein de l'ANPS. Je l'ai accompagné dans le comité directeur, qui s'appelait à l'époque comité directeur, pendant 2 mandats. Donc là, j'ai appris beaucoup de choses. Et quand il a décidé d'arrêter, je me suis dit, je pense que c'est le moment pour moi. Après avoir été secrétaire général de la Convention des jeunes reporters avec 2 présidents, là, le moment est venu de servir ce que j'aime le plus, c'est-à-dire la presse sportive. Je me suis engagé pour servir véritablement la presse sportive du Sénégal et je suis devenu président le 5 août 2017 lors d'un congrès où j'étais seul candidat pour prendre la place de Mamadou Koundé. Pour information, chers internautes ou ceux qui nous suivent, l'ANPS obtient à chaque fois la plus grosse délégation lors des CAN, lors des dernières CAN, si je peux me permettre. Le Sénégal amène la plus grosse délégation de journalistes sportifs. Justement, on va parler de la Coupe d'Afrique des Nations, la dernière qui a vu le Sénégal la remporter. L'ANPS est allé avec une forte délégation. Vous voyez de plus en plus de jeunes venir demander des accréditations auprès de vous. Vous les accompagnez sur le plan logistique, vous les hébergez. Il y a une information qui m'a fait tiquer. Précédemment, lors de la dernière CAN, vous étiez soutenu à la hauteur de vos ambitions et de vos moyens. Cette année, malheureusement, lorsque j'ai eu certains échos de certaines informations au niveau de la subvention, comment vous avez pu vous organiser financièrement, logistiquement, pour pouvoir amener tous ces jeunes journalistes, les amener et les loger à la CAN? Bon, écoutez, c'est un couteau à double tranchant. Moi, comme je l'ai dit, j'ai été aussi aidé, j'ai été protégé de Abdoulaye Ndiaga à Mamadou Koumé, à Médine Sy, tous. Donc, j'étais là, moi aussi. Il m'appartient de rendre à la nouvelle génération ce qu'on m'a donné, ce que l'ancienne m'a donné. Donc, il est de mon devoir d'aider les jeunes qui sont là. Les aider, c'est de les aider à s'accréditer. Parce que couvrir une CAN, assister à une finale, que ton pays touche le Graal, ce n'est pas évident. En 2006, je m'en souviendrai toujours, Abdoulaye Diaw, quand je l'ai vu à côté de moi, en demi-finale, Sénégal-Égypte, mes souvenirs sont repartis jusque dans mon village. Parce que je m'en souviendrai toujours quand je volais le transistor de ma mère pour mettre des batteries dedans, faire un fil de fer, l'attacher sur un arbre pour pouvoir écouter des reportages d'Abdoulaye Diaw. Et là, je le vois à côté de moi, ce même Abdoulaye Diaw. J'avais même mis du mal, j'étais tellement ému que j'avais du mal à suivre le match tel que je le regardais et en même temps, mes souvenirs lointains repartaient dans mon village. Et là, je me suis dit que ces jeunes-là aussi, ils méritent aussi de vivre au moins une CAN. Donc c'est pourquoi cette année-ci, quand même, nous avons fait accréditer 251 personnes. C'est énorme. Je disais que c'est un couteau à double tranchant. Malheureusement, dans ce lot, il y en a aussi certains qui ne maîtrisent pas toutes les règles. C'est là où je voulais en venir. Le journaliste sportif demande parfois certaines connaissances techniques du jeu, mais aussi de la retenue. Parce qu'on est en tribune presse avec ses confrères d'autres nationalités qui ont souvent la même passion ou même le même désir de gagner pour leur pays. Mais qu'est-ce que vous retenez de cette CAN où il y a eu beaucoup de faits, beaucoup de polémiques? Qu'est-ce que vous a marqué ou qu'est-ce que vous considérez que les jeunes journalistes sportifs doivent améliorer? Moi, je crois qu'il faut mettre le curseur sur la formation. L'AIPS Afrique, dont je suis président aussi, a déjà fait un communiqué là-dessus depuis, et on a alerté depuis la CAN en Côte d'Ivoire. Le journalisme, c'est de la retenue, beaucoup de retenue. Le journalisme n'est pas un ovni, un objet volant non identifié. Certes, nous sommes des Sénégalais à part entière. Quand nos pays gagnent, nous sommes contents. Mais quand vous explosez de joie, ça doit quand même être mesuré et limité. Vous ne pouvez pas vous comporter comme un supporter. Ça, c'est inadmissible, surtout dans la tribune presse, dans la zone mixte, dans les salles de conférence. Or, ce n'est pas l'apanage du Sénégal, c'est pratiquement au niveau africain. On a vu le comportement des Ghanéens lors de la CAN 2024. On a vu le comportement de certains journalistes sénégalais. On a vu le comportement des journalistes égyptiens. On a vu le comportement des journalistes tunisiens. On a vu aussi le comportement des journalistes marocains. C'est inadmissible. C'est pourquoi moi j'ai attiré l'attention des gens. J'ai tiré la sonnette d'alarme. Ce n'est pas possible qu'on continue dans cette dynamique et on a demandé à chaque association nationale, sur les 54, de faire en sorte que les gens puissent être formés pour la couverture des grands événements, qu'il s'agisse des Jeux Olympiques, de la Coupe du Monde, des Jeux Olympiques, surtout de la jeunesse que le continent va abriter pour la première fois. Mais est-ce qu'aujourd'hui, ces jeunes ont l'opportunité de se former, comme on dit? Parce que
ils sont juste des journalistes, soit de plus en plus passionnés de sport, soit certains qui ont écrit sur les réseaux sociaux. Il y a même des créateurs de contenu ou même des photojournalistes parmi eux, mais qui intègrent le métier. Qu'est-ce que vous comptez faire concrètement pour les accompagner et les aider à élever leur niveau par rapport aux attentes? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire quand la passion prend le dessus sur la raison, ça devient catastrophique. Il faut avoir le courage de le dire. Mais moi, aujourd'hui, j'ai des références dans ce métier-là. Je suis dans la presse sportive. Je vous ai parlé de Mamadou Koumé. Je peux vous parler de Babacar Khalifa Ndiaye. Il pèse 16, 18 Coupes d'Afrique des Nations. Je ne l'ai jamais vu exploser de joie quand son équipe marque un but. Jamais de la vie. Donc, nous avons, comme on dit chez nous, Royikai. On a quand même des gens qui sont là, qui sont très talentueux, qui sont de très grands professionnels, qui sont des enseignants. Il faut prendre ces exemples-là au lieu de se comporter comme un supporter. Ça ne va pas avec le métier. C'est pourquoi je dis encore une fois, en tout cas au niveau sénégalais, nous ferons en sorte de former davantage les journalistes. L'éthique et la déontologie. Mais le plus important pour moi encore, c'est l'éthique. L'éthique est personnelle. La déontologie, c'est juste des règles. C'est comme la morale. C'est des règles écrites. Il faut faire, il ne faut pas faire. Or, qui connaît l'histoire, c'est que le péché originel de l'homme, c'est la désobéissance. Donc souvent, il faut qu'on se comprenne, former, encore former, toujours former, parce que le journalisme est la seule profession au monde où rien n'est acquis définitivement. Absolument rien. Même l'expérience. Vous venez de commencer, vous avez 10 ans, 14 ans d'expérience, vous avez toujours besoin. D'ailleurs, vous avez parlé des créateurs de contenu. On n'a pas trouvé encore l'antidote contre ce qu'on appelle les fake news. Et voilà qu'arrive l'intelligence artificielle. Quelle est l'attitude que l'Afrique doit avoir vis-à-vis de cette agression? Certains considèrent comme agression, mais pour nous, journalistes aujourd'hui, on devrait le considérer comme étant des outils qu'il faut s'approprier pour pouvoir utiliser à bon escient. Aujourd'hui, Président, on se rend compte qu'après la finale de la CAN, finale lors duquel il y a eu beaucoup de faits de jeu, beaucoup d'événements, la presse internationale s'est intéressée beaucoup à cette finale. Pas sur son côté festif, pas sur la qualité du jeu fourni par les deux équipes, mais sur des faits de jeu qui ont été marquants, qui méritent d'être soulevés, on l'accepte, mais ça limite était comme un acharnement contre un pays, contre un entraîneur. Est-ce qu'on peut en vouloir à ces journalistes de vouloir défendre le pays, à ces journalistes sénégalais qui répondent, ou quel traitement, comment appréciez-vous le traitement de la presse internationale par rapport à ça? Non, mais écoutez, moi je crois que dans le rôle du journaliste, dans nos fonctions aussi, il y a ce qu'on appelle déconstruire. Nous étions témoins oculaires quand on arbitre, Jean-Jacques Ndola, je le cite nommément, décide d'arrêter une action de jeu qui n'est même pas encore arrivée, siffler avant même qu'il y ait une faute, ça c'est un gros problème. Le principal homme du match de ce test final, il s'appelle Jean-Jacques Ndola. Les Sénégalais n'ont pas contesté peut-être le pénal, c'est le fait d'avoir arrêté une action de jeu pour éviter que la VAR le convoque sur le premier but du Sénégal, si ça peut être appelé but, parce que c'est ça où se situe le problème. Deuxièmement, il y a une action litigieuse parce qu'il y avait un hors-jeu flagrant, l'arbitre préfère fermer les yeux. Troisièmement, il y a une agression manifeste de la part de Brahim Diaz pour qu'il arrête. Il a arrêté le match. Moi, je n'ai jamais vu ça. En 25 ans de métier, je n'ai jamais vu un joueur qui vient, qui arrête net un match, qui dit à l'arbitre, arrêtons le match, il faut que tu ailles voir la VAR. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie. Donc, il y a eu tellement de faisceaux d'indices qui étaient là, qui font aujourd'hui qu'on peut dire ce qu'on veut, mais quand les journalistes sénégalais prennent fait et cause pour leur pays, pour leur entraîneur, pour leur fédération, pour leurs joueurs, je peux le comprendre. Et je suis tout à fait, totalement et entièrement d'accord avec parce que ce qui s'est passé est inadmissible, ça ne doit pas se répéter. Les fake news distillés par la presse internationale, la CAF qui n'a pas communiqué aucunement, comment est-ce que vous analysez ça? Mais ça, écoutez, moi je crois qu'aujourd'hui la CAF a une belle opportunité pour retrouver son lustre d'antan. Issa Hayatou, je faisais partie de ces gens qui disaient que oui, il ne faut pas se momifier au pouvoir. Mais depuis qu'il est parti, on a amené le loup dans la bergerie. Issa Hayatou, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, sauf qu'il ne tenait pas le gouvernail. Il tenait bien la CAF. Aujourd'hui, on parle de la remise en cause de la période et de la périodicité de la CAN. Sous Issa Hayatou, personne n'osait y toucher. Là, on ne maîtrise même plus notre agenda. On ne sait pas quand est-ce que la CAN va être jouée. On ne sait pas quand est-ce qu'elle aura tous les 2 ans, tous les 2 ans, tous les 4 ans.
Pire, on ne maîtrise même plus notre employé, notre agenda, parce que tout simplement, on a comme l'impression que c'est la FIFA qui décide à la place de la Confédération africaine de football. Donc je crois que ça, c'est une bataille que les journalistes et les membres de la CAF et les autorités étatiques aussi devraient s'impliquer davantage pour que notre CAN ne meure pas de sa belle mort. C'est effectivement vrai, on en arrive presque au terme de cet échange. Abdoulaye Thiam, aujourd'hui vous êtes président de l'ANPS, de l'AIPS. Quels sont vos principaux chantiers? Tout à l'heure vous avez parlé Coupe du Monde, JOJ. Quels sont vos principaux chantiers? D'abord, pour ce qui concerne l'AIPS Afrique, c'est de faire en sorte, pas seulement l'AIPS Afrique, mais l'AIPS Asie, l'AIPS Europe, l'AIPS Amérique, pour qu'il soit d'abord des sections de l'AIPS très fortes. Moi, c'est sur ça que je tiens vraiment à ça. Depuis que je suis à la tête de cette association continentale, je reviens de la Gambie, où nous avons été reçus par le président Adama Barrow. On a organisé une belle session où il y avait 3 ministres des Sports. Jamais dans l'histoire, on ne l'a jamais vu depuis 1970. Il y avait la ministre de la Jeunesse et des Sports du Sénégal, Mme Khadija Gaye, que je remercie de passage, qui était présent. Le ministre des Sports du Ghana et le ministre des Sports de la Gambie, tous étaient présents, sans occulter les autres personnalités. Notre fierté aussi nationale, voire continentale, Amadou Galafal, qui est aujourd'hui le président de la Basketball African League. Mais comme je l'ai dit tout le temps, à chaque fois qu'on se retrouve au niveau mondial, la plupart des représentants européens et américains sont des gens qui sont à la retraite. Or, l'ensemble des présidents, des 54 présidents africains, sont des gens qui sont toujours en activité. Ce sont des jeunes journalistes, entre 35 ans, maximum 50 ans. Donc l'avenir, c'est l'Afrique, mais il ne faudrait pas que ça reste un simple slogan. Moi, je suis fondamentalement contre ça. Si vous voulez que ce continent-là soit le continent de l'avenir, il faut mettre les bouchées doubles pour qu'il en soit une réalité. L'ANPS? Pareil, idem, je suis sur mon dernier mandat et ça ne va pas, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est clair, net et limpide dans ma tête. Pour moi, il n'y a pas d'homme providentiel. J'ai trouvé ici Mamadou Koumé, ils ont fait un excellent travail. Nous, avec mon équipe, nous sommes venus, nous avons essayé de maintenir les acquis, de faire quelques peut-être innovations ici et là, bon an, mal an, mais le plus important, encore une fois, c'est de laisser une bonne association crédible avec une belle image dont l'ANPS dégage aujourd'hui et qui fait face d'huile un peu partout sur le continent. Merci Abdoulaye Thiam. Un dernier mot? Non, très content, très fier aussi de la convention et j'ose espérer qu'on va travailler davantage, surtout dans le cadre de la formation. La formation, c'est la raison d'être de la convention des aéroporteurs, mais nous, au niveau de l'ANPS, on a compris qu'on a besoin davantage de formation et de renforcement de capacité. C'est pourquoi j'aurais bien aimé qu'on travaille sur un sujet qui me tient à cœur, couverture des événements sportifs ou bien des événements des grands événements d'une manière générale, où on mettra et les événements sportifs et d'autres événements aussi qui ne sont pas seulement sportifs. On travaillera ensemble. Merci beaucoup. C'est un immense plaisir de vous avoir reçu dans le bureau de la Convention des jeunes. Votre bureau, on va dire, et aussi de vous avoir encore actif dans le domaine de la presse, parce qu'on a besoin de professionnels comme vous, expérimentés, mais qui accompagnent les jeunes. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis. Rendez-vous bientôt pour un autre numéro du podcast de la Convention des jeunes reporters.